Bonjour et bienvenue à cette capsule d'univers social traitant de la matière du troisième cycle. Aujourd'hui, nous allons voir la situation économique en 1820. Donc, nous allons voir quelles étaient les sources d'économie de travail en 1820. Donc, si on fait un bref retour en arrière, on se rappelle qu'au temps de la Nouvelle-France, en 1745, la fourrure représentait le principal produit exporté par la colonie. Avec les naissances des États-Unis, en 1783, on va établir une nouvelle frontière avec la province de Québec. Et puis, il va y avoir des territoires au sud des Grands Lacs qui ne seront plus accessibles à cause de cette nouvelle configuration du territoire. Donc, ça va être difficile pour le commerce de la fourrure de s'approvisionner en matières premières, qui sont les animaux, pour avoir les fourrures. Donc, au début du 19e siècle, donc au début des années 1800, la fourrure va céder de plus en plus sa place à d'autres produits vers l'exportation qui vont être une source d'économie pour la colonie. Le blocus de Napoléon va de plus empêcher l'Angleterre d'acheter en Europe des biens essentiels comme le bois pour la construction navale et le blé pour nourrir sa population. Suite à ce blocus, les colonies du Haut et du Bas-Canada vont pouvoir tirer leur épingle du jeu, c'est-à-dire aider leur économie par la vente de ces deux produits. Donc, allons voir à quoi ressemble la situation économique en 1820. Donc, je répète, la fourrure est une ressource de moins en moins vitale en 1820. La Compagnie du Nord-Ouest et la Compagnie de la baie du Thion, qui étaient les deux grandes compagnies à se livrer concurrence pour le commerce de la fourrure, rapportent de moins en moins de profits. Donc, en effet, comme ils n'ont plus accès au territoire au sud des Grands Lacs, ils doivent aller chercher les pots de plus en plus loin vers l'ouest, ce qui entraîne des coûts de transport très élevés, donc d'où la perte de profit et que ce commerce soit moins lucratif, moins profitable. Donc, la Compagnie du Nord-Ouest et la Compagnie de la baie du Thon vont décider de s'associer et dorénavant, la traite des fourrures va être détournée vers la baie du Thon et Montréal va s'orienter vers d'autres activités économiques. Quelles seront justement les nouvelles activités économiques qui vont faire place au commerce de la fourrure? Nous avons tout d'abord le commerce du bois. On se rappelle, et je l'ai dit précédemment, que le blocus de Napoléon, donc attendez, là, je vais aller voir une autre diapositive. Donc, tout d'abord, on a le commerce de la fourrure, pardon, le commerce du bois. Donc, on voit que le blocus de Napoléon va priver l'Angleterre de bois, donc qui est nécessaire pour sa construction de navires pour la guerre. Donc, pour combler ses besoins en bois, l'Angleterre va décider d'exploiter ses immenses forêts canadiennes. En quelques années, le bois va remplacer la fourrure comme principal produit d'exportation. Même après la fin des guerres napoléoniennes en 1815, les exportations ne cesseront pas d'augmenter. Donc, on a ici clairement un tableau qui démontre justement cette progression qui continue même après les guerres napoléoniennes. Donc, les guerres napoléoniennes, c'est en 1815, la fin, et on voit que la progression est fulgurante au niveau de l'exportation du bois vers l'Angleterre. Euh, La vallée de l'Outaouais va profiter aussi de ce développement. Le bois qui s'y trouve peut aisément être acheminé par la rivière vers les ports de Montréal, puis de Québec, qui sont les principaux lieux d'embarquement vers l'Angleterre. On va aussi couper beaucoup de bois dans la région de la Mauricie. On va à ce moment-là faire flotter les billots de bois sur la rivière Saint-Maurice vers Trois-Rivières, puis sur le Saint-Laurent jusqu'à Québec. La colonie va fournir de grandes pièces de bois, de pin et de chêne pour la construction navale. Elle va produire aussi des planches que l'on nomme douves qui vont servir à la fabrication des tonneaux. Donc, si on regarde cette image, on voit justement que c'est un bateau qui va être chargé de bois. Donc, on voit très clairement les planches qui sont dédiées à l'exportation vers l'Angleterre. Il y aura aussi un bien, une activité économique qui va être liée au commerce du bois, ça sera la potasse. La potasse, c'est tirer des cendres de bois. Donc, les cendres de le bois qui est brûlé procure des cendres et on retire ceci et c'est utilisé à la fabrication du savon. Donc, le commerce du bois va avoir plusieurs aussi dérivés, dont l'activité économique de la potasse.
Euh, Fait à noter, ce sont surtout les marchands anglais qui vont investir dans cette nouvelle activité, qui est le commerce du bois. Les chantiers de coupe de bois vont requérir une main-d'œuvre abondante. Beaucoup d'agriculteurs et d'immigrants vont devenir alors bûcherons. L'agriculture, ce qu'on sait surtout printemps, été, automne. Donc en hiver, les agriculteurs n'ont rien à faire. Donc souvent, ils allaient dans les chantiers de coupe de bois pour devenir bûcherons et à ce moment-ci, augmenter leurs revenus. Donc, voilà la principale activité économique en 1820. La deuxième activité économique sera l'agriculture. Donc, l'agriculture, on le sait bien, c'est ce qui fait vivre la majorité des habitants de la colonie. Dans le Haut-Canada, les terres qui sont mises en valeur par les loyalistes sur les bords des lacs Ontario et Erie sont très fertiles. Le blé va dominer la production. Les colons du Haut-Canada vont utiliser la charrue, épandre des engrais et pratiquer l'alternance des cultures pour éviter que les sols s'appauvrissent. Donc, qu'est-ce que veut dire alternance des cultures? C'est qu'à ce moment-là, tu as différents champs et une année, tu peux peut-être faire du blé et l'autre année, tu vas planter autre chose pour ne pas appauvrir le sol. Donc, c'est une technique qui fait que les terres durent plus longtemps et elles sont plus fertiles. L'application de ces techniques qui sont modernes permettent d'exporter des surplus vers l'Angleterre. Donc, évidemment, le Haut-Canada produit du blé pour ses propres besoins, mais les surplus, étant donné que les techniques sont très bonnes, vont être exportés vers l'Angleterre. Ce qui va faire que le Haut-Canada va être très prospère suite à ces ventes de blé. Cette situation va attirer de plus en plus de colons. Plusieurs immigrants qui désirent cultiver la terre vont s'installer dans le Haut-Canada au détriment du Bas-Canada. Dans le Bas-Canada, la population est plus nombreuse. On l'a vu dans un précédent vidéo. La situation est plus difficile. Il y a eu une période de croissance rapide au début du 19e siècle, donc au début des années 1800. La production agricole connaît une série de problèmes causés en partie par des techniques agricoles désuètes. Donc, le Haut-Canada, lui, s'est adapté à utiliser des techniques plus moderne, tandis que le Bas-Canada, lui, va utiliser des techniques un peu moins modernes qui vont faire que la production va être moins grande. Il faudrait ajouter aussi que dans le Bas-Canada, les conditions climatiques vont être plus défavorables que dans le Haut-Canada. Et il va y avoir aussi des parasites qui vont attaquer les récoltes, qui vont aggraver la situation. Donc, les mauvaises récoltes d'ailleurs, en 1812 jusqu'à 1816, il va y avoir une pénurie de blé. Rapidement, le Bas-Canada ne sera plus en mesure de vendre son blé en Angleterre. Le Haut-Canada, lui, va continuer à l'exporter, ce qui va enrichir cette colonie. Le Bas-Canada, lui, va de même devoir acheter du blé dans le Haut-Canada pour combler ses besoins. Le pain qui est fabriqué à base de blé va devenir rare et cher. Le déclin, donc la baisse de la production de blé, est toutefois compensé par une plus grande production d'avoine que les agriculteurs vont vendre sur le marché local. Donc, on voit très clairement que pour le Haut-Canada, la situation au niveau de l'agriculture est très différente. Donc, le haut, on utilise des techniques qui sont modernes. Ici, dans le Bas-Canada, on a des techniques qui sont moins modernes et plus des conditions qui sont difficiles. Donc, qui vont faire que l'agriculture dans le Bas-Canada va être beaucoup moins prolifique que dans le Haut-Canada où ils vont vendre et avoir des gains. Donc, voici les deux principales activités économiques en 1820 au niveau du Bas et du Haut-Canada. Donc, le commerce du bois et le commerce du blé, donc de l'agriculture. Il faudrait ne pas oublier aussi qu'il y avait la pêche et la sidérurgie qui étaient des activités économiques à cette époque. Donc, la pêche, étant donné qu'on est un territoire avec beaucoup de cours d'eau, rivières, lacs, etc. Donc, la pêche va se pratiquer aussi sur les deux rives du Saint-Laurent du Québec, même jusqu'en Gaspésie. Et il va y avoir du loup marin, du marsouin, de la morue, des baleines qui vont être vendues sur le marché local. En Gaspésie, la plupart des emplois vont être reliés à la pêche à la morue. Donc, ça sera une activité très lucrative, étant donné que la Gaspésie est le long du fleuve Saint-Laurent, proche
de l'océan. La plupart des emplois sont reliés à... Bon, donc en 1820, on va expédier à Québec 90 000 litres d'huile de foie de morue, 5 000 tonnes de morue séchée et 1 000 tonnes de morue fraîche. Donc on voit qu'il y a une industrie importante à ce niveau. Toutefois, les pêcheurs du Bas-Canada ne peuvent pas concurrencer ceux de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve, qui sont plus près des grands bancs de morue. Donc, évidemment, pour qu'une industrie de la pêche soit prolifique, il doit y avoir des poissons et on doit être à proximité des grands bancs de poissons. Autre activité économique, la sidérurgie. On va forger du Saint-Maurice aux forges du Saint-Maurice à Trois-Rivières, donc dans la ville de Trois-Rivières. On va transformer du minerai de fer et ça depuis le régime français. Toutefois, en 1815, ça va être la plus importante industrie sidérurgique du Canada. Donc, cette industrie va avoir pris de l'ampleur. Il va y avoir près de 300 ouvriers qui vont fabriquer des poêles, des marmites, des chaudrons, des outils de toutes sortes et même des canons pour l'armée. Ces ouvriers sont surtout des Canadiens français travaillant sous les ordres de contremaîtres anglais. Donc, si on récapitule concernant l'économie en 1820, donc en 1820, quatre principales activités économiques. Donc, on a dit qu'il y avait le commerce du bois, l'agriculture, mais on se rappelle aussi que pour le Haut et le Bas-Canada, la situation n'est pas la même. Donc, dans le Haut-Canada, c'est beaucoup plus prolifique que dans le Bas-Canada. On a aussi la pêche et la sidérurgie. Évidemment, ces quatre activités économiques, comme la pêche, est beaucoup plus en Gaspésie. Ici, c'est plus en Mauricie. Donc, évidemment, ces quatre activités économiques principales varient selon les régions. Donc, j'espère que c'est clair. Et puis, merci d'avoir écouté.